Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche de manière assez ciblée sur le marché immobilier français. Oui, un sujet complexe avec pas mal d'actualités récentes. Exactement. On a d'un côté une interview de la ministre du Logement, Valérie Létard, parue dans Le Monde. Elle y annonce vouloir redonner confiance aux investisseurs privés. Mhm. Et de l'autre, un autre article du même journal qui détaille, lui, un récent durcissement fiscal, spécifiquement pour la location meublée. C'est ça. Du coup, notre idée, c'est de voir comment ces deux aspects, un peu contradictoires en apparence, s'articulent. Voilà. Quelle est la stratégie globale du gouvernement face à la crise du logement? On va essayer de tisser les liens. L'équation n'est pas simple, hein. Il faut à la fois rassurer ces bailleurs privés parce que leur investissement est vu comme crucial, Oui. répondre aux besoins énormes de logement et en même temps corriger ce qui est perçu comme des avantages fiscaux peut-être excessifs par le passé, surtout sur certains types de locations. D'accord. Alors, dans son interview, la ministre Létard, elle le dit assez clairement, les Français investissent moins dans la pierre. Ça les intéresse moins. C'est le constat de départ. Et sa réponse, c'est quoi? C'est la promesse d'un cadre fiscal, je cite, pérenne et attractif d'ici l'été, avec la création, très attendue apparemment, d'un statut du bailleur privé. Ah oui, ça fait longtemps qu'on en parle de ce statut. L'idée, c'est de reconnaître l'engagement des proprios et de les encourager à investir plus. Et ce qui est intéressant, c'est que la ministre elle-même, elle tempère un peu. Elle dit que l'outil fiscal, ça ne suffit pas. Ah bon? Oui, elle insiste sur le fait qu'il faut l'articuler avec d'autres politiques. Le foncier, l'aménagement du territoire, le soutien à la production de logements abordables, c'est une vision d'ensemble, quoi. Une approche systémique, donc. Voilà, c'est le terme. Mais alors, c'est là que ça devient un peu plus complexe. Parce que cette volonté d'attractivité générale, elle contraste pas mal avec l'autre article. Celui sur la fiscalité des meublés? Exactement. Il nous rappelle que, tout récemment, on a plutôt resserré la vis sur la fiscalité de la location meublée. Et d'ailleurs, la ministre en parlait elle-même, elle dit que c'était pour corriger des déséquilibres flagrants, surtout sur les meublés de tourisme. Oui, il faut peut-être préciser un peu ces changements, c'est important. Pour les meublés touristiques non classés, les conditions pour être régime microbique, le régime simplifié, ont été vraiment durcies. C'est-à-dire? Le plafond de revenus pour y avoir droit a été beaucoup abaissé. Il passe de 77 700 euros à 15 000 euros. Et l'abattement fiscal, lui, il passe de 50% à 30%. C'est un gros changement. Ah oui, quand même. Et pour les classer? Pour les classer, l'abattement a aussi baissé, passant de 71% à 50%, mais le seuil reste plus haut. Point important, ça ne concerne pas la location meublée longue durée qui est au microbique. Ni le régime réel, Le régime réel, c'est celui où on déduit toutes ses charges, c'est ça? y compris l'amortissement du logement et des meubles? Exactement. Et c'est là qu'il y a un effet un peu, comment dire, paradoxal que l'article souligne. Ah, Bah oui, en étant obligé de passer au régime réel, qui est plus compliqué niveau compta, certains bailleurs pourraient, au début du moins, payer moins d'impôts, justement grâce à ces amortissements qu'ils peuvent déduire. d'accord. Un effet un peu inattendu. C'est ça, un paradoxe fiscal, comme le dit l'article. Et il y a une autre mesure aussi, non, et qui touche les loueurs en meublé non professionnels, les LMNP, qui sont au réel. Oui, tout à fait. La loi de finances 2025 a mis fin à ce qui était vu comme un double avantage. Maintenant, les amortissements qu'on a déduits pendant la location, eh bien, il faut les réintégrer quand on calcule la plus-value à la revente. Ce qui fait que la plus-value imposable augmente. Mécaniquement, oui, ça augmente la base sur laquelle l'impôt est calculé. D'accord. Et est-ce que ça risque de freiner les gens? De vendre ou d'investir? Alors, l'article apporte des nuances. Cet impact fiscal, on peut l'éviter dans certains cas. Comme quoi? Si le bien est transmis par donation ou succession, par exemple, ou s'il devient la résidence principale juste avant la vente, et surtout, si on le garde longtemps. Ah oui, le facteur temps. Voilà. Après 22 ans de détention, les prélèvements sociaux sur la plus-value diminuent, et après 30 ans, l'impôt sur le revenu sur cette plus-value disparaît complètement. Donc, pour les détentions longues, l'impact est limité, voire nul. Ok, je vois. Donc, pour résumer cette partie fiscale, on a un durcissement ciblé sur les meublés, surtout touristiques, avec ce changement sur la plus-value au réel, mais en même temps, on nous annonce un futur statut global plus attractif pour tous les bailleurs. C'est un peu le grand écart apparent. Et sans oublier que, parallèlement, la ministre Létard, dans son interview, elle met aussi le paquet sur l'aide à l'accession à la propriété. C'est un autre volet, hein. Tout à fait. Elle détaille l'élargissement du prêt à taux zéro, le PTZ, pour acheter du neuf. Il avait été recentré, là il est de nouveau plus large. Il est maintenu aussi dans l'ancien, non? Oui, dans certaines zones, et conditionné à des travaux de rénovation énergétique. Et d'ailleurs, pour ces travaux, on peut maintenant cumuler le PTZ avec MaPrimeRénov', la grosse aide de l'État, sans attendre. D'accord. Et elle parle aussi des donations J. Oui, pour faciliter l'apport personnel, souvent le point bloquant, les donations sont facilitées jusqu'à un certain montant.
Et autre mesure, protéger les primo-accédants si les départements augmentent les droits de mutation, les frais de notaire, comme on dit souvent. Bon, alors, si on essaye de rassembler toutes ces pièces du puzzle, on a une politique qui, d'un côté, semble vouloir séduire à nouveau l'investisseur locatif avec ce futur statut, Oui, une promesse d'attractivité globale. mais qui, de l'autre, a récemment ciblé et durci les règles pour les meublés, notamment touristiques, et en même temps, on pousse fort sur l'aide à ceux qui achètent pour la première fois leur logement. C'est bien la lecture qui ressort quand on croise ces deux sources, oui. Il y a clairement une tension entre ce besoin affiché d'attractivité générale pour tous les bailleurs et la correction d'avantages jugés excessifs sur des niches spécifiques. Et le succès, ça va dépendre de quoi alors? De l'équilibre qui sera trouvé dans ce fameux futur statut du bailleur privé. Est-ce qu'il réussira vraiment à relancer l'investissement dans la location classique, celle de longue durée, qui manque le plus aujourd'hui, sans que ce soit cannibalisé par d'autres formes de location ou freiné par la complexité des nouvelles règles? C'est toute la question. Et ça nous laisse peut-être avec une interrogation pour la suite. Au-delà des ajustements fiscaux et de ce nouveau statut qu'on nous annonce, quel type d'investisseur immobilier, quel profil la France cherche-t-elle vraiment à encourager pour l'avenir et pour répondre à quelles priorités parmi tous les besoins en logement qui sont immenses et variés? Une question qui reste ouverte, effectivement. Une réflexion à poursuivre.